Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live qui est consacré au sujet suivant, discrimination raciale en entreprise, comment réagir. Donc on va recevoir aujourd'hui une invitée spéciale. Voilà, ça me tient vraiment très à cœur. Donc c'est la créatrice du compte Instagram Être Noir en entreprise qui va pouvoir nous expliquer de manière très concrète comment elle conseille les gens qui la suivent sur son compte pour faire face à ce fléau qui est la discrimination raciale en entreprise. Alors, Alissa va nous rejoindre en quelques minutes. En attendant, il y a toujours la petite intro musicale. Donc bien évidemment, cette vidéo sera disponible en replay comme d'habitude dans la section vidéo sur mon profil Instagram. Je laisse tout le monde arriver petit à petit. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous le souhaitez. On va aborder tout un tas de sujets, mais en tout cas, vous aurez la possibilité de poser vos questions en direct. Alors, Alissa arrive. Ah, voilà. Salut Alissa. Comment ça va? Bah, ça va très bien. Ça va aussi de mon côté. Je suis vraiment très contente de te recevoir ce soir dans mon live. Merci d'avoir accepté de venir. Bah, merci à toi. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, mais t'as été C'est vrai, patient. tout à fait. Alors pour la petite anecdote, moi c'est vrai que je suis Alissa depuis plusieurs mois et je l'avais contactée. Effectivement, je crois que c'était cet automne, je crois au mois de septembre. Je Ouais, t'avais ça je fait un t'avais moment. proposé de faire un live avec moi, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, tu n'étais pas encore tout à fait sortie de ton Non, anonymat. Tu j'étais attendais le anonyme. bon moment. Mm. Donc c'est un rendez-vous qui était pris depuis déjà très Des longtemps. mois. Et donc Ouais. voilà. J'étais très fière d'accompagner, enfin en tout cas d'être spectatrice de ta sortie d'anonymat et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui que grâce à cette sortie d'anonymat, ben voilà, tu puisses maintenant parler à visage découvert et que tu puisses nous expliquer plus amplement qui est derrière ce compte tout d'abord et puis à quoi sert ce fameux compte Instagram Être Noir en Ouais. entreprise. Bah, avec Alors, plaisir. Je sais pas si on me voit bien, par contre. si. Alors moi en tout cas, je te vois bien, je t'entends bien. Ouais, super. Ok. Bah, enchantée Alors déjà. Oui. Ouais. oui, pardon, non mais il y a pas de problème. Alissa, est-ce que ce que je propose pour les gens qui te connaissent pas Oui. encore tout à fait, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Alors, je suis Alissa. Donc, je suis coach en stratégie de carrière. Donc, j'accompagne en fait les personnes noires et métissées à mener une carrière sereine et à déplafonner leur réussite. Et en parallèle, j'ai fondé la page Être Noir en entreprise en juin 2020. Donc, et je suis aussi entrepreneur. Donc, j'ai plusieurs activités. Voilà. D'accord. Et alors, d'où t'es venue l'idée de créer le compte Instagram Être Noir en entreprise? Alors, enfin, déjà, j'ai créé ce compte-là. Donc, c'était en juin 2020. Donc, il y a D'accord. quasi un an et demi. Et c'était juste après le premier confinement. Parce que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai été exposée, mais je pense un petit peu comme tout le monde, à des images super violentes, à de la discrimination, à de la haine en fait envers les minorités. Bon, ça a toujours existé, mais je trouve que là, c'était encore plus présent avec les meurtres injustifiés, avec les violences policières, que ce soit aux États-Unis, en France, un petit peu partout dans le monde. Et je trouve que en fait, le fait de le voir sur les réseaux sociaux, ça a permis de mettre vraiment en évidence en fait le caractère systémique du racisme. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, tout le monde en veut au noir ou comment ça se passe? Franchement, je ressentais ça, je ressentais beaucoup de colère, beaucoup de frustration, d'incompréhension. Et en fait, j'ai vu beaucoup de pages se créer, militantes, qui combattent le racisme. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un focus sur ce qui se passe en entreprise? Parce que je suis une femme noire, voilà, comme tout le monde le voit. Je suis née en France, donc j'ai des origines africaines. Et
Et en tout cas, en entrant dans la vie professionnelle, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des inégalités, qu'il y avait Ouais. une différence de traitement envers les minorités. Et je me suis dit que ça serait bien de mettre la lumière sur ce qui se passe en coulisses. Et pourquoi j'ai décidé de le faire sur les réseaux sociaux? Parce que c'est un sujet dont je parle beaucoup avec mon entourage, un peu plus avec les personnes, les minorités ou même les noirs, hein, très clairement, et moins avec les personnes blanches. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai voulu créer un espace en fait sur les réseaux sociaux pour laisser tout le monde, pour laisser les gens se déconstruire, pour voir aussi ce qui se passe et surtout pour retirer cette gêne-là en fait, ce côté malaisant qu'il y a quand on parle du racisme. Ouais. Parce que quand j'en reviens au fait que j'en parlais beaucoup avec mon entourage, mais moi avec les personnes blanches, très clairement je le dis, parce que je sentais qu'il y avait une gêne qui avait du déni, qui avait de l'incompréhension, ou tout simplement qui a un désintérêt, en fait, parce que ces personnes-là ne sont pas concernées. Et je me suis dit que pour diffuser le message en masse, ça serait clairement Ouais. de créer en fait une page pour libérer la parole, puisque c'est des choses qu'on n'ose pas forcément aborder, que ça soit, je veux dire, en interne, donc en entreprise, ou sinon avec son entourage familial, parce que quand on subit le racisme, au début, on ne comprend pas ce qui nous arrive, ou sinon on le comprend très clairement, mais on ne sait pas comment réagir et on ne dit rien, on garde tout pour soi. Et c'est ça en fait qui est triste, c'est plutôt ces personnes-là qui le vivent, les victimes, qui subissent cette charge mentale-là. Et c'est pas normal. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette page-là. D'accord, ok. Et est-ce que, alors au-delà de toi d'événements, on va dire, discriminatoires, enfin qui ont particulièrement attiré à ton attention en sortie de deuxième confinement, est-ce que toi, au cours de ton expérience professionnelle, tu as pu toi-même faire l'expérience regrettable, je dirais, enfin de discrimination raciale? Alors, moi, il y a une expérience qui m'est arrivée quand je sortais de mes études et que je recherchais Ouais, mon premier emploi. Donc, mon premier CDI, je me souviens que j'avais postulé dans une grande société. C'était une marque française, voilà, de prêt-à-porter très connue. Et j'avais validé toutes les étapes du processus de recrutement. Donc, j'étais arrivée jusqu'au bout du processus de recrutement. Et je me souviens que quand la directrice achat m'a appelée, elle m'a dit, bah, malheureusement, on ne retient pas votre candidature puisqu'on recherchait un homme. d'accord. Ouais, on recherchait un homme et je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc sur l'annonce, déjà, c'était pas précisé, mais bien évidemment, puisque c'est discriminatoire. Bah Et en oui, fait, bien sûr, ouais. ouais, et en fait au téléphone, je lui ai répondu directement. J'ai dit, mais vous vous rendez compte que ce que vous me dites, c'est discriminatoire? Et alors là, elle savait même plus quoi dire. Elle s'est perdue dans des excuses. Et puis elle m'a dit, bah, de toute façon, ne vous inquiétez pas, nous on garde votre CV. S'il y a d'autres offres voilà, qui se rouvre en interne. J'ai dit, non, mais de toute façon, enfin, je lui ai dit très clairement, ça sert à rien. C'est pas la peine. Ça m'intéresse pas. Voilà. Alors après, est-ce que c'était du fait de ma couleur de peau ou est-ce qu'il recherchait vraiment un homme? Parce que là, c'était pour un département où voilà, on s'occupait de textile pour hommes, peut-être. Mais en tout cas, je trouve que c'était malvenu. Après, il y a eu d'autres expériences où là, oui, j'ai été victime, je dirais, de harcèlement. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Ça a été de la part de la hiérarchie. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais avec du recul, je me suis dit, ah, en fait, c'était vraiment du harcèlement parce que bah, j'ai été humiliée lors de rendez-vous fournisseurs. Il y avait beaucoup de remarques sur mes heures de sortie. À l'époque, je n'étais pas encore cadre. Donc, du coup, voilà, je faisais mon travail et pourtant, et je faisais mon travail et je partais à l'heure en fait. Et voilà, on me faisait beaucoup de Mm. remarques par rapport à ça. On m'humiliait devant mes collègues. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Après, il y a une autre manager aussi qui l'a fait, mais là, je pense qu'elle avait plus peur de perdre son poste. Donc après, est-ce que c'est en lien avec la couleur de peau ou pas? En fait, je trouve que c'est quand même difficile de trouver des preuves parce que ça se manifeste toujours de manière très subtile. Mais Voilà. toi, par exemple, tu as eu l'impression d'être traité de manière différente en Ah, raison de ta complètement. couleur de peau? Bah, D'accord. alors, pour le ma N+2, donc qui l'a fait, où là j'ai vraiment été victime de harcèlement, elle n'a pas lâché l'affaire pendant quasi un an. Moi je suis restée un peu plus dans la boîte, mais en tout cas, après elle a arrêté parce qu'elle a bien compris qu'elle avait intérêt à arrêter. Mhm. Là, clairement, oui, c'était parce qu'elle était raciste et des personnes qui avaient travaillé avec elle dans une autre structure me l'ont confirmé et moi je l'ai bien vu. D'accord. Oui.
Et alors, toi justement, dans le cadre de ton compte, Être noir en entreprise, tu reçois des témoignages alors du même acabit de ce que tu nous racontes là, de ce qui t'est arrivé personnellement. Alors comment tu gères en fin de compte la réception de ces témoignages? Comment est-ce que tu interagis avec la personne? Est-ce que tu les publies directement? Est-ce que tu essaies d'en savoir un peu plus? Est-ce que il y a une espèce d'opération de tri en amont? Comment ça se passe? Alors moi déjà, je reçois tous les messages via MP, donc sur ma page D'accord. Être en entreprise. Donc c'est là que je les réceptionne. Et donc quand je les reçois, je les lis et après je réponds. Je réponds à tout le monde et j'essaye de comprendre ce qui s'est passé, donc avec le peu d'informations que j'ai, hein. D'accord. J'essaye de comprendre ce qui s'est passé, je pose des questions à la personne qui m'a envoyé le message, savoir si elle est dans si elle vit la situation actuellement, si elle s'en est sortie ou si c'est une situation qui date d'il y a quelques années et qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui, quelles ont été les conséquences sur bah, déjà sa santé, voilà, sur son mental et surtout sur sa carrière professionnelle. Donc, mais ça, elles me le disent déjà même de manière naturelle. Et puis après, là, je publie sur la page. Voilà. C'est comme ça que je les traite. Et puis après, ce que je fais, c'est surtout bah, les conseiller. Voilà, D'accord. on échange beaucoup sur messages privés. Et après, si je ne suis pas armée pour pouvoir les suivre, bah, du coup, je les oriente vers d'autres professionnels. Ça peut être des psychologues, des psychothérapeutes, des avocats aussi. C'est ce que je fais. D'accord, ok. Et en fin de compte, ensuite, est-ce que tu assures un espèce de SAV pour savoir ce que ces personnes sont devenues, si ces situations discriminatoires, elles perdurent, comment elles ont réussi à faire face aux situations? Alors, une sorte de SAV. Bah, pour l'instant, pas vraiment de SAV, mais c'est souvent les gens qui reviennent vers moi. D'accord. Parce qu'il y a quand même des témoignages qui me marquent énormément et il y a des personnes que j'ai suivies pendant plusieurs mois et qui reviennent naturellement vers moi en me disant ah bah écoute là tu vois j'ai réussi à partir, j'ai pu négocier ma rupture conventionnelle ou sinon bah là tu vois j'ai trouvé un nouveau travail donc franchement je suis trop contente d'avoir tous ces retours là et puis il y en a d'autres qui me disent bah là je sais que j'avais appris avant Noël une femme qui a été atteinte d'un cancer donc elle pense aussi que ça a été tout ce qu'elle a vécu au niveau professionnel qui l'a énormément stressée parce qu'elle est quand même mère de famille d'un enfant, elle est maman célibataire et pour elle, bah, ça, ça engendre beaucoup de stress. Voilà. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec tout ce qu'elle a vécu professionnellement parlant je pense, mais les gens me tiennent au courant hein, de ce qu'ils deviennent. Ouais. Alors, on me pose la question dans le live. Il Ouais. y a quelqu'un qui pose la question suivante. Quel type de témoignage te marque particulièrement? Est-ce que tu as des exemples? Franchement, il y en a beaucoup hein, qui m'ont marqué. Je sais, il y a déjà cette dame-là qui m'avait écrit et qui m'a dit qu'elle avait eu un cancer après, qui m'a énormément touchée. Je me souviens qu'il y avait une fille aussi qui m'avait écrit, qui travaillait pour une chaîne de fast-food et qui a vécu l'enfer. En fait, là-bas, qui a été humiliée constamment pendant 3 ans. Et ça m'a énormément marqué. Et cette jeune fille-là, elle voulait se suicider. Voilà. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a des témoignages. En fait, quand je les reçois, c'est vrai qu'ils me choquent tous. Très honnêtement, il n'y Ouais. a pas de compétition entre les témoignages. Ils me choquent tous, ils me révoltent. Donc il y a toujours un sentiment, voilà, il y a quelque chose qui se passe en moi à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même vraiment marquants. Il y a une autre personne aussi qui a vécu des choses juste horribles dans une grande société française, qui est partie après au Canada pour essayer de se donner une nouvelle chance au niveau professionnel. Et ça a été très compliqué pour elle. Et même là, je veux dire, au niveau de sa santé mentale, c'est compliqué, c'est encore compliqué. Et pourtant, je crois qu'elle a. Tout ça, ça s'est passé déjà en 2013. On est en 2021. Et Mm. elle s'en sort, mais petit à petit. Donc là, elle veut se lancer dans l'entrepreneuriat parce que pour elle, elle trouve que c'est la meilleure chose. Mais je veux dire que tout ça, que tout ce racisme, toutes ces discriminations, elles ont des conséquences, mais très, très lourdes. Mm. Et elles ont des conséquences très lourdes. Hum, et je ne vois pas l'État derrière.
s'y intéresser vraiment. Je sais pas, on s'intéresse beaucoup à l'égalité homme-femme, mais pour moi, il n'y a pas encore d'actions concrètes qui ont été posées pour combattre le racisme en entreprise. Ouais. Bon, Très je te clairement. rassure, l'égalité homme-femme, il y a encore beaucoup de choses à faire, Oui, malheureusement. J'ai l'impression que mais on le avance. sujet des inégalités de manière générale, même envers d'autres minorités, hein, qu'elles soient sexuelles ou ethniques, c'est sûr que l'État fémine de s'y intéresser en tout cas, mais Ouais, c'est sûr que c'est toujours très frustrant. D'un point de mais vue on y pratique, avance. On avance et il y a beaucoup de oui, communication c'est qui ça. se fait dessus. Mais dès qu'on prononce le mot racisme, et, enfin, je veux dire, il faut ôter cette gêne à un moment donné. Je veux dire que enfin, la France a un passé, voilà, colonialiste, esclavagiste, ça on le sait tous. Et il y a des conséquences par rapport à tout ça. Mais à un moment donné, c'est ça en fait les conséquences. On vit dans une société bah, qui est encore raciste, Mais je pense que, et ouais. il y a un brassage culturel tellement important, il y a une forte mixité qu'on est obligé de mettre le nez dedans aujourd'hui. C'est bien beau de dire qu'il y a de la diversité, mais s'il n'y a pas d'inclusivité, parce que c'est ça le plus important, c'est ça le plus important, c'est de se dire, moi, bah, je fais partie, je suis assise à la table des décideurs. Absolument. Voilà. Mm. On me met pas juste pour colorer en fait la pièce ou je sais pas, hein, ou pour faire ça. C'est que on me donne un poste, mais on me laisse aussi la chance de m'épanouir dans ce poste-là. On me laisse aussi la chance de participer aux décisions stratégiques. On me laisse la chance de pouvoir évoluer avec l'entreprise. Mais non, on est bloqué. Voilà, on connaît le plafond de verre beaucoup plus tôt que les autres. Et même dans Ouais. ma carrière professionnelle, c'est ce que j'ai remarqué. En fait, j'ai appris avec la souffrance un petit peu. Tout ce que je donne comme conseil aujourd'hui, c'est ce que j'ai vraiment vu, expérimenté et que je donne en conseil. Voilà. Et alors justement, en parlant de ces conseils, toi, généralement, quels conseils pratiques tu donnes ou tu pourrais donner à quelqu'un qui est victime sur son lieu de travail de remarques racistes? Bah, moi, je dirais déjà de rester calme. De rester calme parce que très souvent, très souvent, mais ça aussi c'est l'expérience, très souvent on va nous dire, voilà, non, il faut pas être dans l'émotion. Là, vous êtes trop dans l'émotion. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va nous dire pour nous décrédibiliser totalement. Voilà, pour mettre de côté nos revendications. Mhm. Donc, déjà, c'est rester calme et être factuel sur ce qui nous arrive et surtout faire des écrits. Faire des écrits. Si vous avez la force déjà, dans un premier temps, de recadrer la personne en face à face, si vous avez le courage et la force, faites-le. Mais après, ça dépend aussi du pouvoir de la personne dans l'entreprise. Peu importe son niveau hiérarchique, il y a des personnes qui ont du pouvoir dans l'entreprise. Donc, il faut savoir comment vous allez réagir par rapport à la personne. Si les conséquences, elles vont être dommageables pour vous ou pas. Si ça dépend aussi de votre relation avec cette personne-là. Donc, moi, je dirais déjà de garder son calme, de remettre à sa place la personne. Hein. Mais voilà, il faut voir comment le faire. Et puis après, susciter l'écrit. Voilà, faire des écrits, faire des mails, que ça soit aux ressources humaines, soit à votre supérieur hiérarchique, s'il n'est pas concerné, à votre supérieur hiérarchique, à vos collègues aussi. Les SMS, ça compte. Les WhatsApp, les Messenger, les mails. Si vous avez des doutes, vous pouvez aussi envoyer vos mails sur votre boîte perso, par exemple. Si vous ne vous sentez pas aussi d'alerter, parce que si les propos racistes ils sont répétitifs, donc là ça devient carrément du harcèlement, il faut aussi alerter en externe si vous n'avez pas le courage, par exemple, d'agir en interne enfin, en vous rapprochant d'élus, par exemple du CSE, des délégués du personnel, etc., de la médecine du travail, parce que ça, des fois, ils peuvent avoir une certaine proximité avec la direction. Donc, si vous ne vous sentez pas Mhm. capable de le faire, vous alertez en externe, vous voyez votre médecin, vous vous rapprochez d'un avocat, voilà. Et puis après, vous saisissez aussi le défenseur des droits. Ils ont des délégués. Donc, dans chaque région, vous pouvez les saisir. Et si vous n'avez pas les moyens de payer un avocat, après, il y a des aides aussi au niveau juridique.
il faut se renseigner, mais il faut pas rester seul. Et je pense que, et ce que je dis toujours, moi en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé au travail, c'était de stopper directement la personne. Voilà. Mais Et j'imagine que ça doit pas toujours être facile à faire parce que comme tu dis, voilà, quand il y a un rapport hiérarchique qui est inégal, bah, c'est toujours assez compliqué parce qu'on a peur de se mettre en difficulté en défendant sa position. Et puis au-delà de ça, dans la situation, parfois on se fait un peu cueillir parce que finalement la remarque raciste, on la voit pas forcément venir. Il y a quelque ouais. chose de saisissant et il y a toujours ce truc de se dire attends, mais est-ce que j'ai vraiment entendu ce qu'on vient de me dire? Est-ce que je suis en train de rêver ou est-ce que vraiment la personne face à moi a, de manière tout à fait décomplexée et assumée, émis cette remarque raciste? Enfin, j'imagine que c'est ça aussi qui est pas facile à gérer, qui crée de l'émotion, voire une surprise telle qu'on ne sait pas toujours quoi dire tout Non, de mais c'est suite quand ça complètement arrive. ça. C'est complètement Mm. ça. Il y en a qui manquent, je dirais, des fois un petit peu de répartie ou qui savent pas quoi répondre, en fait, tu sais, sur le moment, parce que c'est tellement soudain, tu dis, ah oui, d'accord. Euh, c'est lancé comme ça, gratuitement. Comment ça se fait? Donc, parce que, en fait, le truc, c'est que ça dépend des personnalités. Il y en a qui vont répondre du tac au tac. Voilà. Il y en a d'autres qui vont se taire, mais qui vont ruminer aussi. Voilà. Donc, moi, à ces personnes-là, ce que je leur conseille, enfin, si elles peuvent, c'est de faire des écrits. Voilà, c'est de dire, bah, écoute, moi, je sais pas, par exemple, vous prenez une remarque raciste en pleine réunion. Bah, si sur le coup, vous n'avez pas su répondre, par exemple, derrière, faites un mail en disant à la personne concernée, écoute, tel jour, il s'est passé ça et ça en réunion. Sache que ton comportement ne m'a pas plu, nanana. Enfin, voilà, mais vous laissez des écrits. Si je veux dire sur le coup, vous n'arrivez pas à trouver les mots, je pense qu'il faut voilà faire redescendre la pression et puis après vous répondez à tête reposée. Ça aussi c'est une solution. Oui, et puis au-delà de la réponse immédiate qu'on peut apporter pour recadrer la personne, parce qu'en fait, ce qui est assez malheureux, c'est que on se retrouve à recadrer des collègues, alors qu'en réalité, c'est le cadre hiérarchique qui devrait suffire à la crainte de la sanction, ou en tout cas devrait suffire à prévenir ce genre de comportement. Or, quand le cadre hiérarchique est défaillant, bah malheureusement, on se retrouve un peu à devoir se défendre nous-mêmes. Et donc, c'est de se dire, bah euh, si je me sens de recadrer, si je me sens suffisamment fort pour recadrer, que j'ai les mots pour le faire, euh, voilà, de manière à ce que le message passe de manière efficace sans me mettre en danger, je le fais. Mhm. Et puis aussi de collecter des preuves. Si on peut éviter, voilà, des suites judiciaires, tant mieux. Mais en tout cas, de collecter le maximum de preuves pour démontrer que ce qui s'est passé ce jour-là, ce sont des mots qui ont été prononcés devant témoins ou pas, voilà. Et donc, j'imagine que juste faire un mail, par exemple, à sa responsable, son ou sa responsable RH en disant, bah voilà, cet après-midi, j'étais en réunion, il y a ce type de propos qui ont été tenus à mon encontre. Ce sont des propos qui ont une connotation raciste. Je vous demande d'intervenir. C'est déjà une manière en soi de collecter des C'est preuves, ça, de collecter des écrits pour démontrer que ça s'est bien passé, c'est même ça, si on ne répond pas. C'est quand même exactement. un élément fort. Ouais, d'accord. Ouais. Non, il Ok. faut de toute façon quand ça va trop loin, à un moment donné, le plus important, je pense que si on veut obtenir réparation en justice, c'est de cumuler le plus de preuves possible. Hein. Pour avoir un dossier solide, bah, de toute façon, je pense que tu le sais Oui, mieux que moi, vu ton je ancienne suis une profession. ancienne avocate. Je Voilà. suis une ancienne avocate en droit du travail, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc maintenant, je ne donne plus de conseils juridiques, mais oui, je connais bien cet aspect. Et la Voilà. difficulté, voilà, de la collecte de preuves et la difficulté aussi souvent d'obtenir une réaction des employeurs. Et d'ailleurs, souvent, c'est comme ça qu'on arrive à faire condamner les employeurs, c'est en démontrant qu'ils n'ont rien entrepris Ouais. qui n'ont rien entrepris pour protéger le salarié et de toute façon ils sont tenus pour responsables même des propos qui sont tenus par leurs subordonnés donc ça c'est très important oui, effectivement et alors comment je sais pas si ta réponse va être la même pour cette question mais comment est-ce qu'on réagit lorsque de tels propos sont tenus et sont couverts par une sorte d'humour. Alors, moi, je trouve pas ça drôle du tout, mais il y a des gens qui tentent de se défendre en disant ah là là, ça va, c'est de l'humour, t'as pas d'humour. Et ben moi, mon conseil, quand c'est comme ça,
je renvoie la blague. Voilà, je la D'accord. renvoie. Et après, là, la personne, bah, enfin, je veux dire que les personnes qui font ça en général, hein, qui utilisent l'humour, elles ont du mal à recevoir aussi cette même blague. Je renvoie pour voir le Donc bien que c'est-à-dire ça que va te faire. tu retournes la blague Je du retourne la coup. blague. Je Ok. retourne la blague et après, c'est à ce moment-là que la personne en face, elle va se sentir ridicule. Elle va avoir le ridicule de son propos. D'accord, Voilà, ok. Donc tu fais un espèce de blague en miroir et que tu appliques à exactement. la personne, ok, sur la base Exactement. de sa différence, ok. Alors moi j'ai une amie qui a été victime de remarques racistes comme ça sur son lieu de travail. Elle me disait que sa technique à elle, on est là pour vous partager un peu les tips, mais c'était alors outre évidemment hein, le fait de dénoncer ce genre de pratique, d'en prendre systématiquement acte vis-à-vis de sa hiérarchie, mais c'était de demander à la personne d'expliquer sa blague. En fait, Ah oui? de se faire passer pour quelqu'un de, Oui. voilà, un peu de débile, mais de dire, mais en fait, j'ai pas compris pourquoi tu fais cette blague-là. Tu peux me l'expliquer. Tu fais référence à quoi? Oui. Et généralement, la personne se trouve complètement coincée Oui. parce que elle se retrouve vraiment bah, mise de manière assez abrupte face à la violence de ses propos, dont elle se retrouve à justifier, mais en fait, elle se rend bien compte que si elle développe, ben, on comprend bien elle est obligée d'être mise face au racisme de ses propos. Et c'est pas mal. Voilà, quand on sait pas toujours quoi répondre, quand on a peur de pas forcément avoir une bonne blague ou une bonne pique qui tombe juste à répondre, parfois, voilà, ça peut être une technique assez facile Oui. d'accès et qui permet de voilà. Et bien évidemment, dans tous les cas, que vous répondiez ou pas, que vous ayez le bon mot sur le moment, vraiment des écrits, des écrits, des Ouais. écrits, et pas 3 semaines plus tard, hein. Immédiatement, le plus vite Ouais. possible, il s'est passé ça. Et alors moi, j'avais une petite question à te poser. Mhm. Mais comment tu expliques qu'en 2022, alors qu'on n'a plus vraiment d'excuses, voilà, au racisme, etc. Enfin, comme tu l'as dit, hein, on vit quand même on a la chance de vivre dans un pays où il y a énormément de diversité, il y a énormément de mixité. Comment expliquer que malgré tout, en 2022 et particulièrement au sein d'entreprises, il y ait encore de tels propos qui puissent être tenus? Bah, tout simplement parce que l'entreprise, c'est le reflet de la société, hein. Ouais. Et déjà, il y a ça. Et puis après, comme je le disais tout à l'heure, la France, on connaît son passé historique, hein. Elle a été acteur dans l'esclavage et dans la colonisation. Donc, je veux dire que quand, pendant des siècles, on a humilié, on a torturé, on a, je veux dire, déshumanisé des personnes, et que ça a été véhiculé parce qu'il y a vraiment un caractère systémique. On me dit que j'ai pas bien placé la caméra. Je pense qu'on me voit bien quand même, non? Tu peux la baisser un tout petit peu et tu seras encore J'arrive pas plus au en fait. centre de l'écran. Ok. Ouais, j'arrive pas bien parce qu'en fait, je l'ai mis sur un trépied. Ah bah là c'est parfait, là c'est parfait. Ouais. Bon, voilà. Bon, voilà, je suis désolée, hein, on me voit quand même. Donc, je disais que quand. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc tu disais, je te compte comme c'est un racisme systémique, c'est pour Voilà. ça que c'est un racisme qui est encore prégnant Voilà, aujourd'hui, même parce si. que parce que c'est véhiculé dans les médias, forcément. Je veux dire qu'on voit bien le traitement des minorités dans les médias. On voit bien que, par exemple, quand une personnalité publique, quand elle est noire, et qu'il y a quelque chose qui, en guillemets, merde, on voit bien comment elle est traitée par rapport à une personne blanche. Ça, on le voit très bien. Euh, euh, on voit bien comment les personnes, je veux dire, sont traitées en entreprise, les difficultés qu'elles rencontrent pour trouver un logement. Mais tout ça, c'est par rapport aux stéréotypes et aux préjugés qui sont présents depuis des siècles et des siècles. Mhm. Donc, en fait, même si moi, aujourd'hui, je participe aussi à combattre le racisme, mais je veux aussi me concentrer sur la population afro pour lui donner toutes les clés pour avoir une vie sereine, je veux dire, en entreprise. Mais je suis très consciente que le racisme, il ne pourra pas s'évaporer comme ça. C'est pas possible. Et puis après, est-ce que l'État a un vrai intérêt à ce que ça se finisse, le racisme? C'est dur à dire, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à l'État pour que ça se termine? Parce que je veux dire, quand on Mhm. entretient le racisme, c'est qu'on veut vraiment montrer sa domination par rapport à un groupe.
par rapport à une communauté. C'est pour montrer son rayonnement dans le monde. Donc, quel intérêt on trouverait à arrêter le racisme? C'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. Donc, on Oui, va pas forcément le sanctionner, donc on va laisser aller. Tout oui, ou simplement. sans forcément l'entretenir de manière active, on va pas chercher à On le va pas combattre, chercher on à va le l'arrêter. combattre un peu mollement. Ouais, tout à Bien fait. sûr. Bah, surtout que tu parlais de représentativité tout à l'heure dans les postes de prise de décision. Il y a aussi quelque chose, alors qui est prégnant pour tout type de discrimination, mais c'est tout aussi le cas pour les discriminations raciales, mais c'est de dire, bah, à partir du moment où on décide d'aller vers plus d'égalité, eh bien, il faut aussi accepter que les personnes habituellement très présentes, les personnes qui ont habituellement le pouvoir et donc qui font partie plutôt d'un groupe dominant au niveau politique, économique, sociologique, etc., culturel, laissent leur place à d'autres personnes qui ne sont pas issues du même groupe. Et c'est là aussi que ça crée des crispations, Oui. mais c'est de dire ah bah zut, finalement on a toujours eu un peu le pouvoir et là il faut qu'on laisse notre place à d'autres personnes qui non seulement sont différentes de nous, mais en plus voilà, ça veut dire que le périmètre de notre pouvoir à nous qui nous était réservé jusque-là depuis des dizaines d'années, voire des siècles, bah, il va se voir un peu rétréci parce qu'on va devoir le partager. Et ça, finalement, c'est des logiques de pouvoir, comme tu dis, très justement, de domination qui sont assez transversales. Ouais. Et je voulais même rajouter aussi quelque chose par rapport à ta question. C'est que déjà, est-ce que même, je veux dire, dès l'école maternelle ou même dès l'école primaire dans l'enseignement, est-ce qu'on sensibilise les enfants par rapport à ça? On les Mm. sensibilise pas. Je veux dire, on a des cours d'éducation civique. Moi, je me souviens que j'en avais, mais est-ce qu'on abordait le racisme? Non. Est-ce qu'on Non, moi, l'abordait? je ne l'avais pas non plus. Mm. Donc, je veux dire, si on ne sensibilise pas les enfants par rapport à ça, si l'école ne participe pas à ça, comment on va faire, comment on va faire pour sensibiliser les enfants à la différence ou à la mixité, je dirais même pas à la différence parce que voilà quoi, à la Mm. mixité. Est-ce qu'il y a, je veux dire, est-ce qu'il y a des formations dans les grandes écoles par rapport à ça pour aider à cette déconstruction? Est-ce qu'il y a des est-ce qu'on intensifie les formations même dans le milieu de l'entreprise? Est-ce qu'on en parle très clairement? Non. Donc Alors, forcément, ça va continuer si alors on moi, fait cette lancée-là. oui. Non, mais c'est sûr. Alors après, il y a quelques entreprises qui font venir parfois des formateurs justement pour des espèces de séminaires sur le thème de la diversité en entreprise. Et alors c'est vrai que bon, comme tout type d'intervention en entreprise, je dirais qu'il y a toujours deux catégories de formation. Alors il y a des formations qui sont efficaces, bien construites et qui vont effectivement contribuer à faire bouger les mentalités en entreprise. Et puis il y a parfois des formations un peu bidon, un peu de couverture. Alors, souvent, ces formations-là, elles interviennent aussi quand l'employeur s'est fait taper sur les doigts et qui Ouais. doit un peu montrer patte blanche pour dire ah, si, regardez, on lutte contre les inégalités dans mon entreprise. Regardez, j'ai organisé un séminaire en 2003. Voyez, je suis quand même volontaire sur la question. Et des formations qui sont peut-être de moins bonne qualité ou en tout cas qui sont menées pour des logiques d'apparence, mais finalement, en pratique, rien ne change. Ouais, c'est ça, exactement. Là, il y a pas mal de commentaires en plus, je vois. Ouais, Ouais. alors Je je sais vais pas en si on pourra les lire. lire après. Ouais, bah on peut. Alors il y a des réactions. Ouais, il y en a Alors pas je mal. vois le témoignage de Lilbox75 qui dit j'ai envie de m'expatrier ailleurs pour les mêmes raisons. Pas d'opportunité de carrière et d'évolution pour les jours en France malheureusement. Ouais. Il y en a beaucoup qui soit se mettent à leur compte pour Ouais. essayer d'éviter hein, le racisme. C'est dramatique quand même hein, de se dire, enfin de se lancer dans l'entrepreneuriat en se disant en tant que salarié j'arriverai jamais à évoluer donc je choisis ce chemin-là. Oui, oui, il y a ça. Ou sinon, il y en a d'autres qui se trouvent bah, la solution de l'étranger, d'aller à l'étranger pour se donner plus de chances.
Et alors, je sais pas si toi, tu as déjà reçu des témoignages de ce type, mais alors, est-ce que tu as déjà justement eu des témoignages de gens qui quittaient la France pour ce motif-là? Et si oui, vers quel pays ils se tournent? Mais il y en a qui vont en Asie, en Chine. J'en ai eu du Canada aussi, qui partaient au Canada. Il y en a qui aussi décidaient de partir en Afrique pour D'accord. entreprendre. Ouais. Donc ça, j'en ai eu. Voilà. En Angleterre également. Pas mal. Ok. Mm, ouais. Et alors justement, dans ces personnes qui partent en Asie, parce que bon, en Asie, j'imagine que il y a aussi d'autres types de problématiques liées aux discriminations. Est-ce que ces personnes noires, elles sont victimes de discrimination en Asie ou pas, ou est-ce qu'au contraire, elles sont plutôt Moi j'ai eu de bons épanouies? retours, hein. J'ai eu de bons retours. En D'accord. général, Ok. les personnes, quand elles vont là-bas, voilà, on va être plus curieuses par rapport à leur couleur de peau. Mais ce qui va être mis en avant d'abord, c'est leur nationalité. C'est le fait qu'elles soient françaises, pour celles en tout cas qui m'ont écrit, qui viennent, parce que il y a des Belges qui me suivent, des Suisses, enfin, il y a un peu de D'accord. tout, en Europe ou des Canadiens. Mais je veux dire, en tout cas, les Français qui m'écrivent, et qui partent en Asie, pour ceux dont j'ai reçu les témoignages, m'ont clairement dit non, en fait, pour nous, c'est notre nationalité qui voit avant même notre couleur de peau. Et c'est nos compétences aussi qui voient. Donc, si on est OK pour le poste, on nous prend et ça se passait très bien. Enfin, c'est complètement différent. Donc c'est comme si en fait, en étant français en France, Mhm. mais en étant de couleur noire, il y avait presque ce truc de vous n'êtes pas vraiment vu comme français, votre couleur de peau prend toute la place. Bah oui, bien sûr que C'est oui. fou. Bien sûr Mm. que oui, puisque très souvent, on va nous demander, bah, tu viens d'où? Cette question-là, elle revient très souvent. En fait, c'est notre Mm. couleur de peau qui est vue très clairement. Tu peux arriver à un endroit, tous les yeux vont être rivés vers toi comme si tu n'habitais même. Des fois, tu te poses la question, ah bah j'habite vraiment dans ce pays. Mm. Est-ce que je suis native de ce pays? Alors, d'ailleurs, ça me fait penser à une question, Alissa. J'aimerais bien avoir ton sentiment dessus, mais toi, tu es plutôt pour ou contre les CV anonymes? Anonymes et donc sans photo, hein, j'entends. Anonyme, tu veux dire, mais il faut qu'il y ait un nom quand même. Alors, faut qu'il y ait un nom, mais parce que parfois aussi, le prénom et le nom peuvent faire deviner justement, au-delà de la nationalité française, des origines. Bah, moi, je suis pour, mais après, il y a une limite de toute façon à ça. C'est qu'on va rencontrer la personne. Oui, il y a un C'est entretien à un ça. moment. On est bien C'est ça en d'accord. fait le Mm. souci. Donc moi je pense que le plus important c'est vraiment de trouver, je sais pas, un autre système soit de recrutement, je sais pas. J'y ai pas encore réfléchi, j'y ai pas pensé, je t'avoue. Ou sinon de complètement, mais de vraiment sensibiliser les entreprises, voilà, qui est vraiment des formations par rapport à ça, ou sinon des sanctions lourdes, des sanctions qui découragent les entreprises à continuer toute cette discrimination. C'est ça en fait. Mais là, voilà, il y a une personne qui m'écrit pour les CV sans photo. Mais on va te voir à un moment, hein. C'est la limite de cette technique. C'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire que le seul intérêt à la rigueur que ça pourrait avoir, c'est de montrer que si en début de process, avant la rencontre, tout s'est bien passé, donc ça veut déjà dire que sur le papier, les compétences vont bien, les expériences vont bien, etc. Et si ça coince en entretien, ça peut donner un indice, mais encore une fois, c'est qu'un indice sur le fait que c'est peut-être ça qui a péché, quoi. Enfin, Voilà. en tout Bah, cas, qui a été, je vais te qui a donner été un un critère exemple. Je discriminatoire. vais te donner un exemple ici. Moi, j'ai un nom de famille qui n'est pas à consonance africaine. D'accord. Moi, mon nom de famille, même mon prénom ne type même pas, tu vois, c'est pas un prénom Oui, africain. tout à fait. Tout à fait, Euh, ouais. je ne mettais pas ma photo, en général, quand je postulais. Mais après, je vois vraiment la surprise quand j'arrive en entretien. Puisqu'au téléphone, ça ne s'entend pas. C'est fou. Mais Mm. je te jure que quand tu vois le visage du recruteur, tu as envie de rire. Donc, C'est vraiment horrible. Enfin, voilà. c'est. Et je veux dire, il n'y a pas vraiment de transparence. Donc, tu peux pas savoir si tu as été retenu parce que non, tu es noir ou parce que c'est par rapport à ton adresse ou on te le dira jamais. On va pas te le dire. Donc, on va trouver une autre excuse. Ben non, on a trouvé un profil qui correspond plus à nos attentes. Ou voilà. Mais on va pas te le dire.
Donc, c'est compliqué aussi en début de process à prouver qu'on a été victime de discrimination. Sauf quand là, il y a des loupés, qu'il y a des RH ou des employés de l'entreprise qui se trompent de mail et qui l'envoient à la personne concernée. Bah là, la preuve, elle est flagrante parce que ça arrivé, ça aussi. Mais, Hmm. mais sinon, comment tu fais pour le prouver? C'est quand tu arrives et que tu es en entreprise et que tu vois, là, tu as vraiment un traitement qui est différent des autres. Là, à ce moment-là, tu peux cumuler des preuves et dire oui, je suis victime de discrimination ou je suis victime de harcèlement discriminatoire. Mais en amont, c'est très compliqué. Et puis après, le Ouais. racisme aussi, il ne faut pas oublier qu'il est très subtil. Il est très subtil. On ne va pas t'insulter directement, mais tu vas vraiment voir la différence par rapport au traitement au quotidien, sur ton évolution de carrière, sur les opportunités qu'on va te donner, sur les projets très importants qu'on va te confier. Il y a ça aussi. Mais Mais déjà, le simple c'est fait, difficile à prouver. Mais déjà, le simple fait, l'exemple que tu choisis, je trouve il est très bien, enfin, il est très parlant, mais le simple fait que déjà, il y ait une réaction presque de surprise Ah, mais oui. quand on te reçoit sans avoir reçu la photo, ça montre bien que c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout anodin, c'est que ça peut être un critère décisif pour quelqu'un, quoi. Bien sûr, C'est bien ça sûr. qui est dommage, en fin de compte, c'est de se dire, ça devrait être, enfin, en fait, ça devrait être un détail. En tout cas, ça devrait même pas, je dirais, faire partie du spectre pour choisir un candidat. Et pourtant, ça rentre en ligne de compte. Ouais. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est la Ok. réalité. Donc, oui, peut-être penser à d'autres techniques de recrutement. C'est un peu complexe. Je sais pas. Je t'avoue que j'ai pas de solution là sur ça. D'accord. Et alors, enfin, selon toi, alors à l'échelle bien entendu de tous les témoignages que tu reçois sur ton compte, alors t'en as parlé un petit peu en début de live, mais les conséquences que peuvent avoir ce type de propos discriminatoires sur les victimes, c'est quoi généralement? Mais c'est beaucoup de. Moi, je ressens beaucoup de lassitude, de découragement, une grande nervosité aussi, une charge mentale très lourde, puisque franchement, on réfléchit à nos faits et gestes, à nos paroles, à notre façon de parler. Donc il y a ça. Il y a aussi de la dépression, des burn-out, des envies suicidaires ou carrément des tentatives de suicide. Tu vois, Hmm. ça va loin, hein. Ça va très loin. Oui, donc en fait, c'est pas du tout, pas du tout anecdotique, et c'est sûr que Pas les du tout. personnes auteurs de ce propos, enfin qu'elles se rendent compte ou pas de la gravité de leurs propos, de toute façon, les conséquences sont de toute façon graves Oui, pour les et puis, victimes. et puis ça va engendrer aussi beaucoup, même si je veux dire, si ça va pas aussi loin que la tentative de suicide, mais ça va engendrer beaucoup de perte de confiance en soi. Beaucoup. Ça va engendrer aussi un manque d'estime de soi-même. C'est-à-dire sur une personne déjà qui a du mal voilà, avec soit son image, ou soit parce qu'il y a aussi des propos hein, qui visent aussi le physique de la personne. Je veux dire, la personne, elle va se sentir diminuée. Hmm, Voilà, elle va se bien sentir sûr. atteinte sur son physique. Et ça peut avoir des conséquences sur le long terme. Je veux dire qu'en général, les minorités, avant même déjà, je veux dire, quand quand elles préparent leur entretien d'embauche, elles pensent à tout. Ouais. Elles pensent à leur coiffure, elles pensent à leur façon de se vêtir, à leur façon de s'exprimer. Tu vas essayer de t'exprimer 10 fois mieux que les autres pour avoir des Oui, chances parce d'être que, pris, ou voire pas du tout. ouais. Et La charge mentale, elle est lourde, mais dès pardon. le début. J'avais une autre question à te poser, parce que donc on a parlé de comment les victimes pouvaient réagir. Est-ce que toi, tu conseilles parfois des gens qui sont témoins de propos ou de faits discriminatoires et qui savent pas comment réagir? Tu peux répéter ta question? Excuse-moi. Est-ce que toi, parfois, tu es contacté par des gens qui sont témoins Oui. de faits ou de propos et qui savent pas comment réagir, qui savent pas s'ils doivent intervenir, comment ils doivent intervenir, comment soutenir la victime? Est-ce que c'est un profil de personne qui te contacte? Si, si, ça m'est arrivé, hein. Mais j'ai vraiment de tout qui m'écrit hein. Sur la page, je peux avoir des noirs, comme des blancs, comme des asiatiques. Franchement, j'ai toute origine confondue qui m'écrit. Et il y a aussi des témoins.
j'ai aussi des personnes qui ont vu des collègues se faire discriminer, qui m'écrivaient et qui me disaient, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc après, ça va être un soutien aussi bah, moral. Si la personne, elle se sent aussi de faire des témoignages écrits sur l'honneur, bah, qu'elle le fasse. Après, Ça, ça c'est sûr dépend que c'est la aussi. meilleure manière de Ouais. soutenir. Ouais. Après, ça dépend aussi de... Parce que la personne, elle doit bien manger, elle doit avoir son salaire aussi, elle doit vivre. Donc, c'est aussi des risques. Mais si elles se sont capables de le faire, il y en a qui le font aussi. Hein. Mm. Après, ça va être, oui, de dénoncer, d'aider la personne dans ses démarches, la soutenir aussi au quotidien quand quand, je veux dire, elle est témoin de ça, bah, euh, de stopper aussi l'auteur d'actes racistes ou de propos racistes directement. Parce que ce qui Mm. est triste aussi, d'ailleurs, et ça je tiens à le souligner, c'est que des fois quand tu te reçois des propos racistes, c'est que si tu parles, tu vas peut-être pas forcément être écouté hein, en tant que personne afro, tu vois, ou minorité, hein. Mais si une autre personne enfin, qui ne subit pas le racisme, tu vois, par exemple, qui est blanche, parle, là, on va plus l'écouter. On va lui dire, ah bah tiens, comme elle m'a dit que c'est raciste, c'est vrai, je vais arrêter. Ça doit être sérieux si c'est une personne blanche qui en parle. Voilà. Or que cette Ouais. personne-là ne subit pas le racisme. Mm. Donc, voilà. Après, voilà, si on peut avoir des alliés, mais des alliés qui soient actifs aussi, pas passifs, parce que c'est bien beau de nous écouter, Mm. mais il faut agir aussi au quotidien. C'est Et, ça que je dirais, s'il y a des et, personnes aussi qui ne le vivent pas dans ce live et qui m'écoutent, c'est de cette façon que vous pouvez soutenir aussi. et du coup, est-ce que la meilleure manière aussi de soutenir la victime, c'est plutôt que de réagir peut-être un peu vite, c'est peut-être d'aller voir la victime dans un premier temps et de lui demander comment on peut la soutenir, comment on peut l'aider pour être sûr que voilà qu'on soit pas non plus en train de reproduire un mécanisme Oui, de domination en enfin tu vois en étant dans une ouais. position un peu paternalisante, de dire ah c'est bon je vais sauver la personne alors qu'en fait si ça se trouve la personne elle a pas du tout besoin qu'on l'aide d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Franchement, je pense même pas que la personne, elle se dirait, ouais, sauver ou quoi. Franchement, je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça lui ferait du bien de se sentir soutenue. Parce que la plupart du temps, ces victimes-là, elles se sentent seules en entreprise. Elles font vraiment face à du déni et à du désintérêt par rapport à ce qu'elles vivent. Mais je t'assure, vraiment. Donc, Mais je bien veux au dire contraire, je ouais. pense que ça leur ferait du bien d'être soutenues et qu'on aille les Alors voir, voilà, ouais. et qu'on Je agisse. dis Je dis pas en fait si tu veux ne pas les soutenir, mais plutôt de se dire avant d'agir, demander à la personne, enfin victime, ce dont elle a besoin, plutôt que Oui, de comment dire, oui aussi. de peut-être monter au créneau et de prendre toute la place, alors que finalement c'est ce dont elle a besoin et Oui enfin aussi. tu vois d'apporter une aide vraiment qui correspond à ce dont la personne a besoin quoi. Oui aussi, c'est possible, hein. C'est Mm. possible. Ok. Mm. D'accord. Alors, je te propose, parce que je vois que le live avance, Alissa, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets? Pour la suite, alors moi, de Oui, toute pour façon, la suite. ça sera toujours de mettre en lumière ces témoignages, parce que je trouve que c'est quand même important. Donc, ça va être déjà de continuer à diffuser ce qui se passe dans les coulisses. Ouais, Et puis après, dans un futur court, moyen terme, voilà, ça sera vraiment de voir ce dont la communauté a besoin, donc sur cette page déjà. Et puis après, si ça peut être diffusé un peu plus en masse, mais vraiment de voir ses besoins pour savoir comment je peux les accompagner. Voilà. d'accord. Dans le cadre Ok. de mes futures offres. Voilà. Ça sera vraiment de savoir comment les accompagner pour qu'elles se sentent mieux en entreprise, si elles ont envie de rester en entreprise, parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour entreprendre. Ouais, Et puis après, pour celles aussi qui ont envie de voler de leurs propres ailes, bah, de les accompagner pour vraiment mener une carrière professionnelle sereine, pour leur éviter aussi certaines inconvenues, des difficultés aussi en entreprise, parce que c'est vraiment à travers toute mon expérience en entreprise que je vais pouvoir aider. Donc ça va être ça. Les rencontrer aussi, parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec ces personnes-là en face à face et puis après, de pouvoir aussi, à travers cette page-là, inspirer. Parce que être noir en entreprise, c'est d'accord. pas seulement que des difficultés, que du racisme, que des échecs, mais c'est aussi de beaux parcours, de belles réussites.
Donc ça, j'aimerais beaucoup pouvoir le mettre en valeur et je réfléchis à la forme que ça va prendre. D'accord. Bon, bah vraiment de beaux projets à venir pour les prochains mois. Pour clôturer ce live, Alissa, bah moi je tenais vraiment tout d'abord à te remercier du fond du cœur parce que tu as pris le temps de nous expliquer vraiment énormément de choses en lien avec ce sujet de la discrimination raciale en entreprise. Donc vraiment merci pour ton temps, merci pour toutes ces précisions, voilà, toute cette valeur que tu nous donnes. Est-ce que tu aurais un message à faire passer ou un mot de la fin, voilà, que tu souhaiterais partager avec nous? Bah, alors, peut-être avant de clôturer, je vois encore des messages. Je trouve ça un peu Ah, j'en frustrant, ai pas. peut-être, de ne pas leur répondre. Ah bah très bien. Ah bah non, mais oui. Peut-être. Effectivement, je les avais pas vus défiler. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Touc. Alors, j'ai plutôt l'impression que c'est des réactions à des choses qu'on Ouais. s'est dit. Alors, je vois, en fait, j'arrive pas à remonter. Je vois pas tous les commentaires. Donc, si tu les vois, je te laisse les lire. Alors là, je vois une Moi, je vois pas. question. Comment souhaites-tu faire résonner toutes ces voix, témoignages par la suite? Est-ce que tu testes aussi un porte-voix aujourd'hui? Un porte-voix, c'est-à-dire. Oui. Alors j'imagine un autre compte. Non, bah là, ça sera toujours à travers cette page-là. Après, je réfléchis vraiment à d'autres outils aussi pour diffuser le message. Donc, ça sera peut-être sur soit d'autres réseaux sociaux, voilà, pour diffuser en masse, ou soit via d'autres médiums, voilà, pour pouvoir diffuser encore plus. D'accord. Alors, il y a Ouais. quelqu'un aussi qui pose la question, quelle est ta carrière professionnelle? Donc, je pense que c'est la plus sur ton parcours. Ouais. Alors, moi, je suis diplômée d'une école de commerce. Voilà, donc j'ai travaillé dans les achats et le développement de produits dans le secteur du textile pendant plusieurs années. Donc moi, j'étais vraiment dans l'univers de la mode avant et aujourd'hui, je souhaite me lancer, donc rester dans ce secteur-là, mais en me lançant à mon compte et en parallèle, du coup, accompagner les personnes en tant que coach en stratégie de carrière. Donc là, j'ai commencé des accompagnements. Bon, pour l'instant, je suis bookée, voilà. Donc là, je pourrais pas en accompagner d'autres. Mais là, je pense vraiment je réfléchis à ce qui pourrait vraiment convenir aux gens qui le subissent sur cette page-là. Donc, je les recontacterai, je resonderai la communauté pour vraiment connaître leurs besoins et, euh, et aussi voir ce qui serait le mieux adapté pour eux, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ouais, au niveau de ma carrière professionnelle, c'est ça. C'est vrai que je mets plus C'est en sûr. avant la partie coaching et puis tout ce qui est en lien avec cette page. Mais j'ai eu une autre vie avant et c'était ça. Alors, je refais le tour pour voir s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Hop. Bon, dans tous les cas, je le précise, hein, mais pour les gens qui ont des questions complémentaires, sachant que cette vidéo sera postée en replay, vous aurez tout à fait la possibilité de les poser en commentaire ou de les poser en message privé, soit de contacter directement Alissa, donc via le compte Instagram Être Noir en entreprise, ou alors de me contacter moi et je retransmettrai toutes les questions pour qu'elle puisse vous répondre. Alors, écoute, Alissa, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions, en tout cas pour le Ouais. moment. Ok. Euh, Connaissez-vous, tu vois, il y a une personne qui me dit, connaissez-vous des entreprises qui sont de bons exemples? Claire Festo. Bah, de bons exemples, là, j'avoue, j'en ai pas en tête. Je pense qu'il y en a, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai plus des mauvais exemples. Donc j'ai pas mal de noms qui reviennent. Après, je veux pas citer de noms parce que moi, c'est pas le but de la page, hein. Je veux pas faire de la diffamation ou quoi que ce soit. ouais. Bien au contraire, c'est plutôt mettre en lumière sur ce qui se passe et pas sur le nom des entreprises. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. Je veux pas faire de name shaming. Mais des bons exemples, oui, c'est sûr, il y en a, hein. Il faudrait que je regarde, que je creuse un peu plus, que je sonde aussi. Je pense qu'il y en a qui vivent de belles expériences. Donc, il faudrait que je vois les entreprises qui sont concernées et qui ont des bonnes méthodes. Ouais, Ouais, tout à c'est fait, intéressant. c'est sûr. Hop, alors il y a Bouanga qui nous demande bonsoir, ce live sera-t-il dispo en replay? Oui, il sera dispo en replay, pas Ouais. d'inquiétude. Moi, je le reposterai donc sur mon profil. Et puis, bah, de toute façon, Anissa, je pense que tu le repartageras également Oui. pour toutes les personnes qui pouvaient pas être disponibles ce soir. Est-ce que tu as un mot de la fin?
pour Alors, clôturer ce live? bah déjà, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'assister à ce live. Donc, j'espère que nos conseils respectifs vous auront aidé. Et si besoin, venez nous voir, venez nous parler, suivez la page, diffusez le message parce qu'on a aussi besoin de votre soutien. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui doivent se sentir gênées par rapport à ce sujet, qui ne savent pas comment faire, qui ont envie de se déconstruire et qu'elles sont un peu perdues. Il y a d'autres comptes qui le font très bien. Moi, j'axe pas trop mon message sur et l'éducation des gens, mais je donne plus des conseils qui sont actionnables pour les personnes qui sont victimes de racisme. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir nous parler. On est toutes les deux réactives d'ailleurs en DM. Et moi, je souhaite beaucoup de courage aux personnes qui vivent des situations difficiles. Euh, Sincèrement, moi, je dis toujours que chaque personne a sa vérité. Donc, ce qu'on vous dit n'est pas votre... Enfin, ça appartient à la personne qui le dit, en fait. Chacun a sa vérité. Il faut toujours croire en soi, mais vraiment. Et il faut garder confiance, il faut rester positif, que toute situation peut changer. Voilà. Et faites-vous accompagner en cas de problème. Ne restez pas seul avec vos soucis, faites-vous accompagner. Et collecter des preuves, des Ouais, écrits, on ouais, y tient. oui, super important. Sinon, vous n'aurez pas de levier de négociation si jamais, voilà, vous souhaitez négocier votre départ ou si vous souhaitez entamer des démarches judiciaires ou tout simplement prouver la situation dont vous êtes victime auprès de votre hiérarchie pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises. C'est vraiment super, super important. Bon, eh bien, merci beaucoup, Alissa. Je te souhaite Merci une à très bonne toi. soirée. Longue vie au compte Instagram Être Noir en entreprise. Vraiment, merci Merci. d'avoir créé cette page que je considère tout à fait d'intérêt public, comme tu l'as dit, dénoncer, faire avancer, se déconstruire. Donc, vraiment, merci pour tout ton travail. Et puis, je T'en te prie. dis à très bientôt. Et À merci à bientôt. tous ceux qui ont suivi ce live. Au revoir. Au revoir.